On t'entend? On t'entend très bien, je pense. Super, très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Salut, ça va? Ouais, super. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques éléments de contexte. Je m'appelle Florent Balayer, je suis directeur commercial pour les solutions dites talent. Et comme beaucoup d'autres acteurs, LinkedIn a une place privilégiée d'observateur, d'observatoire, puisque, en effet, on se nourrit de la réaction des membres, des entreprises. Donc les membres et les entreprises nous renvoient des signaux. Et de ces signaux, on est capable d'en dégager des tendances. Parmi ces tendances, j'aimerais qu'on en évoque deux. Il y en a beaucoup, mais deux qui ont un lien fort avec la thématique du jour. La première, c'est les difficultés relatives au recrutement. Je pense que je ne vous apprends rien. Ces difficultés, elles ont été accélérées avec un certain nombre de faits majeurs qui sont apparus ces dernières années. Et alors, ces difficultés peuvent être soit structurelles ou conjoncturelles. Conjoncturelles, je ne vous fais pas de dessin, mais en 2020, quand tout ça nous est tombé dessus, ça a eu un impact en effet très très fort sur la capacité des entreprises à recruter. Ça a rallongé le temps de recrutement. Et les départements des talent acquisition, donc les personnes qui sont en charge de recruter, se sont trouvés face à un vrai défi. Et ces difficultés liées au recrutement, lorsqu'on interroge les patrons de PME, alors c'est pas moi qui les ai interrogés, c'est une étude de la Confédération des petites et moyennes entreprises, 94% des dirigeants disent qu'en effet, ils ont des difficultés relatives au recrutement. Et la deuxième tendance dont j'aimerais vous parler, qu'on a constaté ces dernières années, il y a un anglicisme, en français c'est en effet le taux de démission, ça a été le Great Reshuffle en anglais. Et là, la DARES, qui est un bureau du ministère du Travail, nous dit qu'en 2022, au premier trimestre, en France, 520 000 départs de personnes qui étaient en CDI. À l'échelle de la France, c'est énorme. Aux États-Unis, je ne sais pas, pour vous permettre de mesurer l'amplitude du phénomène, c'est 48 millions de personnes qui ont démissionné de leur job. Et là, une fois encore, je m'appuie sur une étude qu'a fait Opinionway. Les dirigeants pensent que ce phénomène ne va pas s'arrêter en 2023, pour 35% d'entre eux. Alors, les compétences dans tout ça. Bien, les compétences, pour adresser le point numéro 1, qui est en effet la difficulté à recruter. Je ne sais pas si vous avez déjà été en position de recruter, mais souvent, une personne, un candidat, on regarde son nombre d'années d'expérience, son diplôme, ou parfois son CV est arrivé sur notre bureau parce que cette personne a un bon réseau. Et nous, on pense que, en effet, si l'entreprise, si le recruteur a la capacité de regarder l'individu dans son entièreté, avec une amplitude qui est beaucoup plus forte que celle que je viens de vous décrire, les compétences vont apporter un nombre de candidats et augmenter un vivier de talent beaucoup plus important. On estime qu'un recruteur qui ajouterait un filtre sur les compétences d'un candidat augmenterait de 60% le nombre de candidats qu'il serait en capacité de recevoir. Et sur LinkedIn, on le voit bien, les membres, ils l'ont tout à fait compris. En 2021, dans le monde, les membres LinkedIn ont ajouté 286 millions de compétences à leur profil. 286 millions de compétences d'un côté membre. Mais les recruteurs, eux aussi, ont bien compris que s'ils avaient la capacité d'aller piocher dans les compétences d'un candidat, d'un membre, eh bien, il aurait plus de facilité à recruter. Aujourd'hui, c'est 44%, très précisément, des recruteurs sur LinkedIn qui utilisent ce filtre
sur les compétences. Et ces 44%, ça représente une augmentation de 20% d'une année sur l'autre. Enfin, pour adresser le point numéro 2 qui était lié à la grande démission. Alors, on quitte une entreprise pour beaucoup de raisons. En 4e position est souvent mentionnée justement la stagnation professionnelle. L'incapacité qu'un collaborateur, un employé, à se projeter dans le futur à des fins de mobilité interne. Donc ça, c'est un premier fait. Et le deuxième, personnellement. Et un fait, et ce sera un des derniers chiffres, je sais que je vous ai noyé de chiffres, mais pour toucher du doigt ce phénomène, si on va prendre une fonction de marketing, depuis 2016, si on compare le set de compétences qu'il faut avoir pour effectuer son job de marketeur en 2015 versus aujourd'hui, il n'y a que 50% de compétences qu'il est nécessaire de présenter. Dont j'aime bien parler avant de me présenter, c'est que la moitié de nos connaissances professionnelles sera sans utilité d'ici 2 ans. Donc la moitié de ce qu'on sait finalement de nos connaissances, d'une partie de nos skills, sera, alors en anglais ils disent irrelevant, donc sera plus pertinente d'ici 2 ans. Vous connaissez cette statistique et on en entend de plus en plus parler. Je me présente, donc je m'appelle Stéphane Boucris, je suis le président d'une entreprise qui s'appelle Excelsior. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Excelsior dans la salle ? Où je fais une page de publicité. Mais c'est fantastique, personne ne connaît. Donc je vais pouvoir, c'est l'occasion pour moi de vous faire une petite présentation en 15 secondes parce que j'ai pas plus. Donc Excelsior, on est sur 3 métiers. Le premier, nous sommes sur le métier des talents. Ce qu'on appelle talent chez nous, c'est qu'on fait du conseil en recrutement. On travaille d'ailleurs avec certaines personnes dans la salle. On les accompagne dans leur stratégie de recrutement, surtout sur des talents sur la chaîne de valeur du numérique, donc des développeurs, des data scientists, des PO, des UX, tous ces métiers qui sont impossibles à trouver puisque on a une catégorie de profils qui s'appelle les invisibles et qui sont même plus sur LinkedIn malheureusement tant ils sont sollicités par les recruteurs et par les cabinets. On a une deuxième activité qui est la partie événementielle RH. On fédère les talents, on attire les talents et donc c'est directement connecté au sujet du jour. Et le troisième sujet, c'est le sujet du métavers. Est-ce que ça vous parle, le sujet du métavers dans la salle ? Par main levée ? Pas grand monde. Ah bah c'est fantastique. Alors, je vous invite à acheter un super bouquin qui sort dans 15 jours, Le Petit Métavers, que j'ai écrit et qui résume tout ce qu'on peut savoir sur le métavers. Et j'aimerais en parler, si c'est possible, au cours de l'entretien d'aujourd'hui, puisque mon angle, c'est le métavers au service des RH. C'est en quoi le métavers peut révolutionner les RH et bien sûr, en quoi justement l'approche Skill First est impactante par rapport à la révolution technologique du Web3 qu'on vit actuellement. Donc voilà, 3 métiers qui sont très orientés autour des RH. On est une centaine de collaborateurs, on existe depuis 3 ans, on doit faire environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et préalablement, j'avais monté plusieurs entreprises, dont Ametix, qui est maintenant intégré au groupe La Poste et qui est le skill center un petit peu du groupe La Poste. Et je suis très content d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Donc, de par le métier d'Excelsior, qui est amené à recruter des collaborateurs et aussi pour vos clients, concrètement, Skills First, chez Excelsior, comment ça se met en marche ?
Alors, c'est une très très bonne question. Alors, nous, on a deux catégories de recrutement, puisqu'on recrute pour nos clients et on recrute aussi pour nous. Alors, en tant que recruteur, je vais parler déjà avec la casquette recruteur. Nous, notre job, c'est de vérifier plusieurs choses. C'est de vérifier donc les hard skills, les soft skills et aussi le match avec l'entreprise. Parce qu'on a beau avoir la personne qui a tous les skills du monde qui correspondent et qui vont bien, il s'est avéré depuis 10 ans que je suis dans ce secteur qu'on n'est pas un bon match avec l'entreprise. Je pense à des IBM ou des Canal+, j'espère qu'ils ne sont pas dans la salle, mais des entreprises avec une culture très forte qui ne fonctionnent pas avec tous les profils. Donc il faut aussi qu'on s'assure justement de ce match. Donc même si on est skill first ou skill second ou ce qu'on veut, c'est très important de s'assurer qu'il y ait une corrélation, une adéquation avec la culture de l'entreprise. On pourrait y revenir. Après, moi en tant que chef d'entreprise Excelsior, je m'applique une méthode qui est celle de mon mentor Brian Tracy. Et en fait, c'est un acronyme qui s'appelle SWAN. SWAN comme un signe en anglais. Et SWAN, c'est 4 lettres. Donc c'est SMART. Attention, la deuxième lettre fait grincer des dents, mais c'est pas grave, j'assume. Working hard, ambitious et nice. Désolé pour les anglicismes. Donc on cherche des gens qui sont smart. Bon, ça parle de soi. Voilà, qui aiment leur travail, qui s'investissent dans leur travail, qui ont de l'ambition, qui ont des rêves, qui ont de la vision. Et enfin, qui sont sympas. Parce que finalement, on passe 10 heures par jour au travail. Donc, si c'est pour être avec des gens pas sympas, ça ne fonctionne pas. Donc, ça, ce sont mes critères. Et je suis passé complètement à côté de ta question qui était l'approche skill first. Bien sûr, l'approche skill first, mais surtout l'approche human first. Je ne sais pas si on a entendu human first. C'est dur à dire en anglais. Je ne sais même pas si ça existe. Mais est-ce que vous avez entendu parler de ChatGPT? Je préfère le dire en anglais. ChatGPT, est-ce que ça vous parle? Par main levée? Allez, vous êtes dans les ressources humaines, je pense que ça vous parle. Ah qu'un tiers de la salle. Alors, on va tous avoir des devoirs à faire à l'issue de cette intervention. Je vous invite à regarder OpenAI et ChatGPT. ChatGPT, c'est une révolution, pour paraphraser Steve Jobs, dans le sens où c'est une intelligence artificielle accessible à tout un chacun. C'est gratuit pour l'instant. Et donc, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à cette intelligence artificielle, qui est une intelligence apprenante en machine learning, qui se développe, qui évolue et qui ne fournit pas 2 fois la même réponse à la même question. C'est un Google, mais puissance 100 000 ou 1 million. Donc, je vous invite, je vois qu'il y a des gens qui sont sur leur téléphone, ChatGPT, alors en français, ça fait ChatGPT, moins sexy, désolé. ChatGPT par OpenAI, oui, il fallait y penser. Et donc, en gros, depuis un mois, elle est rentrée vraiment dans nos vies. Vous avez des millions d'élèves à travers le monde depuis 1 mois et demi qui font faire leurs devoirs sur ChatGPT. À l'époque, j'avais lancé un site qui s'appelait faitmesdevoirs.com pour faire les devoirs des élèves à leur place. Ça avait fait un buzz colossal. Imaginez maintenant une intelligence artificielle qui en plus ne laisse pas transparaître de plagiat, puisque finalement, vous posez 2 personnes posent une question dans cette salle, vous aurez 2 réponses différentes. Et pourquoi c'est corrélé à notre sujet du jour? C'est parce que human first, plus que skill first, dans le sens où vous, moi, on est dans le secteur des ressources humaines, on va devoir chercher des gens qui ont des skills, mais surtout qui ont de l'humanité. C'est très important puisque beaucoup des skills vont être de plus en plus automatisés, robotisés, beaucoup d'IA. Et le monde, je pense, a changé depuis 3 semaines, 1 mois. C'est-à-dire, si on avait fait cette intervention il y a 1 mois, j'aurais tenu un discours assez différent. On est dans un monde de ChatGPT. On est dans un monde où finalement, vous demandez maintenant à ChatGPT de vous coder l'application Uber. En 18 secondes, vous avez l'application Uber qui est codée, une application qui a coûté des centaines de millions de dollars. Donc, le prisme a considérablement changé. Et donc, je pense qu'il faut être human first. Je sais que chez LinkedIn, on est skill first et moi, je suis très, très partie prenante des skills et c'est très important. Mais il faut être human first. Je pense que nous devons nous concentrer sur les compétences, sur les qualités que ne fourniront pas les intelligences artificielles. Hier, j'ai appris ça il y a quelques minutes, hier, c'était l'anniversaire de Florent. Il a eu 48 ans. Vous pourrez lui dire bon anniversaire à la sortie. On peut même lui dire bon anniversaire maintenant. 1, 2, 3. Voilà. Bon anniversaire, Florent. Donc, 48 ans. Ce que vous venez de faire là, il n'y a aucune intelligence artificielle qui peut le faire. Alors, il y a Facebook qui a certainement dit à des gens dans la salle que c'était l'anniversaire de Florent aujourd'hui et qui lui a peut-être même souhaité automatiquement. Mais avoir un humain qui parle à un humain et qui lui souhaite bon anniversaire, il n'y a aucune IA au monde qui pourra le faire. Donc, c'est pour ça que, désolé pour la réponse un peu longuée, mais en gros, nous, on se concentre sur human first. Les skills sont très importants, mais il y a beaucoup de skills qui vont être disruptés. Je suis papa de 2 enfants qui ont 4 ans et 7 ans aujourd'hui, et je les prépare à un monde dans lequel le métier qu'ils exerceront n'existe pas encore. Donc, je ne vais pas les éduquer maintenant à un skill
qui n'existera sans doute pas dans 20 ans quand ils rentreront dans un marché du travail qui sera profondément bouleversé. Donc, skill first, oui, mais human first, first. C'était ma question, c'était ta réponse. Non, très bien, merci beaucoup. Non, mais tu nous ouvres les yeux en effet sur des concepts qui n'en sont plus. Mais peut-être qu'il faut qu'on soit encore plus précis dans la réponse. Moi, j'aimerais savoir, une des premières problématiques à laquelle sont confrontées les directions des ressources humaines et notamment les personnes qui recrutent, c'est l'identification même des compétences. C'est très facile de savoir que telle ou telle personne a tel ou tel diplôme, qu'elle a X années d'expérience. Voilà. Tu évoquais les soft skills qui sont très prégnantes aujourd'hui et qui, alors je ne sais pas si je ne saurais pas leur donner un poids dans la décision de recruter une personne, mais comment est-ce que Excelsior a accès ou détermine les compétences d'un futur collaborateur? Alors, tu disais quelque chose dans ton préambule, tu parlais des diplômes. Nous, dans nos secteurs, alors je sais qu'on est issus de différents mondes du recrutement. Dans notre secteur, donc le milieu de la technologie, sur des profils à forte tension, le diplôme, ça vaut juste pour la première porte d'entrée. C'est vraiment valable sur le premier job, sur le premier truc. Et après, le diplôme, on laisse tomber. Nous, que la personne ait fait 42 au Polytechnique, ça ne change pas grand-chose, voire aucun diplôme. On va tester la personne, on va certifier la personne, on va assesser ses compétences, évaluer ses compétences, beaucoup plus qu'un diplôme. Donc, dans notre secteur, et c'est propre à nous, hein, j'imagine qu'un médecin ou un avocat, c'est très important quand même qu'il ait fait les bonnes études parce qu'on ne veut pas se faire opérer par quelqu'un qui a juste appris comme ça sur le tard, et encore, quoique. Mais en tout cas, dans notre secteur, le diplôme est très important sur la première expérience, et après, il devient beaucoup moins pertinent, et on juge les expériences. Les prises de référence ont plus de valeur que le diplôme. Quelqu'un qui a fait une excellente école, Polytechnique, Centrale, Les Ponts, mais qui n'a pas une bonne prise de référence, pour nous, on les disqualifie. Et en plus, on a 80 consultants en mission, donc si c'est pour que la mission s'arrête au bout de 3 jours ou que le recrutement qu'on a fait nous soit renvoyé dans les pattes, il n'y a aucun intérêt. Donc on est là dans une relation pérenne, vu qu'on garantit en plus tous nos recrutements. Mais pour répondre à ta question, comment on certifie des talents ? Alors nous, on a une batterie de partenaires, puisque sur les métiers du design, de la technique, de la data, c'est des tests qui sont très compliqués et très différents. Donc en fait, ce n'est pas notre job. C'est bizarre que ça puisse paraître, vous allez dire, mais tu nous as dit que tu étais recruteur. On est recruteur, mais les 10 personnes dans mon équipe qui sont en charge du pôle sourcing, ils sont là pour assesser, pour évaluer, les compétences humaines, les soft skills, le return on emotion, le QE, le quotient émotionnel, beaucoup plus que le quotient intellectuel. Pour la partie hard skills, on a toute une batterie de tests que vous avez également, les people-centric, les tests Minao, CertifUp, TOSA, Isograd, que vous connaissez très bien et qui font très bien leur job. Donc si c'est pour avoir un score, on les envoie vers les batteries de tests et ça fait très bien l'affaire. Nous, on est là pour évaluer qu'on n'envoie pas un robot chez nos clients. Nos clients ne veulent plus de robots, c'est fini. Et nos clients, je parlais avec un copain que vous connaissez certainement, Jonathan Cherki, qui est le patron de Content Square, qui est une des plus belles réussites dans le domaine de la technologie aujourd'hui, en France en tout cas, une belle licorne. Et il me disait qu'il est prêt à revoir légèrement son degré d'exigence sur des compétences techniques. Il est prêt à le revoir un peu à la baisse pour avoir des gens qui sont beaucoup plus humains. Ça me fait penser, désolé, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais vous avez peut-être vu cette vidéo sur TikTok. Qui est sur TikTok parmi vous? Ah, mais c'est fantastique. Donc, en sortant, il y a ChatGPT, il y a TikTok à télécharger. TikTok fournit des vidéos très bêtes parfois et parfois très smart. Et il montrait un des commandos des Navy Seals. Vous connaissez les Navy Seals? C'est ce bataillon américain. C'est l'élite de l'élite de l'élite. C'est vraiment l'agence touriste. C'est ceux qu'on envoie vraiment quand faut y aller. Et donc, le commandant recruteur des Navy Seals, on lui dit, mais c'est quoi tes critères de recrutement? Comment tu recrutes tes 5 ou 6 personnes qui vont aller tuer Ben Laden au Pakistan? Et alors moi, avant de voir la vidéo, quand la vidéo a commencé, je me suis dit, je suis persuadé qu'il faut les meilleurs tireurs, les meilleurs tueurs, ceux qui ont une bonne acuité visuelle, ceux qui ont les compétences techniques pour faire le job. Et en fait, détrompez-vous, enfin, je me suis détrompé aussi, c'est les gens qui recrutent. C'est un mix, un mélange entre à la fois des compétences, 5 minutes, l'anecdote dure 15 secondes, on passera à la suite après, désolé. Donc à la fois des compétences techniques, donc c'est sûr qu'il faut savoir tirer parce que si vous tirez à côté, vous vous faites tuer, mais
il y a énormément de qualités humaines et la principale, c'est la fiabilité. Et en fait, on préférera prendre quelqu'un qui a un moins bon tireur d'élite, mais quelqu'un sur qui on peut compter, plutôt que d'avoir quelqu'un qui a 20 sur 20 au stand de tir, mais qui est quelqu'un qui vit dans son monde et en situation de tension, de crise, on sait qu'on ne pourra pas compter sur lui. J'ai une question au corollaire à ce que tu viens de décrire. On constate que les recruteurs qui, justement, s'appuient plus sur les compétences que sur le nombre d'années d'expérience, etc., participent à la diversité des équipes, puisqu'en effet, on considère qu'il y a une meilleure équité d'accès à une opportunité de carrière. Si moi, en tant qu'individu, en tant que candidat, on est allé voir tout ce que je sais faire, est-ce que toi, tu as constaté que lorsqu'on axe son recrutement essentiellement sur les compétences, ça augmente la diversité au sein des équipes? Est-ce que tu peux reformuler? Lorsqu'on regarde un individu, un candidat sous le prisme, pas uniquement du nombre de diplômes qu'il a, du nombre d'années d'expérience qu'il a, mais qu'on s'appuie aussi, on y ajoute une dimension de compétences, alors ça veut dire qu'on augmente son vivier de talent, ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'auraient jamais été contactées si on n'avait pas regardé leurs compétences, et de ce fait, ça augmente la diversité au sein des entreprises, d'une équipe en particulier. Est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté? Je n'ai pas l'impression. Ah oui, complètement. On le voit sur des gens issus de l'école 42 ou de Iconoclast dans le monde commercial. Je rejoins ce que tu dis, mais il y a quelque chose qui est encore plus important. Désolé, je dévie à chaque fois et on digresse, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la diversité des réponses aussi. Il y a quelque chose qui est très important, mais vous le savez, vous êtes dans le secteur, c'est les prises de référence. Et même si je passe 60% de mon temps sur LinkedIn, qui est notre outil numéro 1 aujourd'hui, petite page de pub, les prises de référence sur LinkedIn sont super, mais je fais des prises de référence qui ne sont pas celles que vous avez vues. Voilà. Je vois des gens sourire dans la salle, vous savez de quoi je parle. Les prises de référence qu'on voit, c'est celles que le candidat a demandées. Donc moi, je ne demande jamais des prises de référence au candidat parce qu'il va forcément donner le copain, le padre, etc. Je fais moi-même mon enquête. Do your homework, comme on dit, il faut faire ses devoirs. Et donc c'est très très important. Et expérience plus prise de référence et skills, c'est très 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 important. Et pour moi, ça vaut plus que n'importe quel document. Merci Stéphane. Je pense qu'il y a peut-être la place à quelques questions, s'il y en a. Oui, il y a sûrement des questions. On peut vous applaudir déjà tous les deux, Florent et Stéphane. Voilà, une intervention et une table ronde en partenariat avec LinkedIn. Qui a des questions à poser à nos invités par rapport à ces sujets des compétences? Je vais prendre l'un des deux micros, ça vous passerez le micro. Merci de vous présenter et on écoute votre question. Bonjour, je m'appelle Esteban, je suis Chief of Staff chez Skilleo. Et nous, on fait de l'évaluation des soft skills grâce aux jeux vidéo. Et donc, je voulais vous demander si vous pensez qu'on ne manque pas de moyens, justement, d'évaluer les soft skills qui sont hyper importants aujourd'hui dans le monde du travail. Est-ce qu'on ne manque pas aujourd'hui de moyens d'évaluer des soft skills qui sont aujourd'hui hyper importants dans le monde du travail? Merci beaucoup pour ta question. Moi, je suis partisan, et ça engage que moi, et on pourra débattre après l'intervention, mais pour un humain, il faut un humain. Soft skills, c'est des choses qui sont profondément humaines, contrairement aux hard skills qui sont vérifiables avec tous les tests possibles et automatiques. Et moi, je préfère envoyer des humains pour tester des humains à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'on manque d'outils? Je ne sais pas certainement, mais en tout cas, moi, pour vérifier les soft skills, j'envoie systématiquement des personnes qui font état d'un entretien. Il y a un feeling, il y a vraiment le gut feeling quand on voit un candidat. Il y a quelque chose de très intime qui se crée. Il y a l'expérience qui joue aussi. Et je ne me souviens pas de tous les outils qu'on utilise pour valider ça. Mais en tout cas, nous, quand on présente un candidat à notre client, la personne l'a vu en disant, voilà, je l'ai vu. Et en plus, ce qui est très important, c'est que nos recruteurs, et je pense que c'est votre cas aussi, mais nos recruteurs connaissent leurs clients, connaissent l'entreprise et savent si ça va matcher avec. Alors que si on fait un test froid en disant est-ce que vous êtes ceci, est-ce que vous êtes cela, ça ne tiendra pas compte du tout de ce qui se passe chez Skilleo. Donc je pense que c'est très important d'avoir un humain qui a de la psychologie, qui comprend tout et qui intègre dans sa démarche finalement le fait qu'elle connaisse son client et qui va savoir si on a la bonne personne en face de soi. Florent, un complément d'information par rapport à ça?
Moi, j'ai été de nombreuses fois en situation de recrutement. Et en effet, depuis que j'ai commencé à faire cette activité-là et aujourd'hui, les questions aux candidats n'ont absolument rien à voir. Et je me suis transformé. C'est-à-dire que lorsque je recrutais un commercial, par exemple, mes questions, elles étaient très axées sur, très bien, quel était ton quota, quel est ton degré d'achievement, voilà. Aujourd'hui, tu as connu des situations d'échec, parle-moi de cette situation, comment tu as réagi, qu'est-ce que tu ferais de manière différente. Enfin, je crois que alors bien entendu, on peut outiller cette démarche, il y a des très très bons outils de logiciels qui mesurent justement ces soft skills, mais comme disait Stéphane, d'humain à humain, je pense qu'on est capable de réorienter ces questions pour glaner vachement d'informations sur qui est vraiment cette personne, émotionnellement parlant, et savoir comment elle réagit dans telle ou telle situation. Je vais vous donner une anecdote, puisque vous en avez donné pas mal, Stéphane. J'animais une conférence avec Patrick Pouyanné, le président directeur général de Total, qui me dit, pendant le confinement, j'étais à la recherche de ma DRH. Ça te parle évidemment, Charles-Henri. Et il me dit, on a fait tout ça en visio. Et tout se passait bien. Puis je me suis dit, je vais quand même la faire venir à la Défense. Alors qu'il avait l'intention de l'embaucher. Il l'a rencontré et le feeling n'est pas passé et il ne l'a pas embauché. Donc ça rejoint ce que vous disiez, compétences comportementales, compétences techniques, et puis il faut que ça colle. Alors si je peux me permettre de rebondir, je sais qu'on est out of time, je suis désolé. Je voulais vous parler énormément d'un sujet qui me tient à cœur, mais en 15 secondes, je vais essayer de le faire. Alors 15 secondes, mais pas de 15 secondes de coiffeur. Hein. 15 secondes de la fin, super. Il y a quelque chose qui est moins bien que la réalité, mais qui reste mieux que Zoom et Teams, ça s'appelle le métavers. Et nous, on fait passer énormément d'entretiens dans le métavers. Je vous invite à essayer, tester, faites passer des entretiens, vous aurez des résultats qui sont incroyables, vous enverrez un signal très fort en termes de recrutement, comme quoi vous comprenez ce qui se passe en termes de révolution technologique. Ça ne vaudra jamais un rendez-vous face-to-face, mais c'est beaucoup mieux que la version tronc de Zoom ou de Teams que Papou avait essayé, Patrick Pouyanné, à l'époque. Voilà, le message est passé. Puis il y a autre chose que j'ai noté, moi. Là, c'était pour animer un événement lié au VIE, vous savez, le volontariat international en entreprise. Et il disait, en fait, c'est des mots-clés. Vous, en tant que recruteur, choisissez des mots-clés qui parlent aux nouvelles générations et qui ne sont pas forcément uniquement des mots-clés en lien avec la technique du job. Et ça, vous connaissez ça, évidemment, chez LinkedIn. Voilà, une belle conférence, encore une fois, pour ce premier jour de HR Technology ici à Paris. Merci à vous deux. Merci beaucoup pour votre intervention. Et n'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn. Merci. Exactement.